Les bombardiers B-25 rugissant au-dessus de Tokyo à midi, le 18 avril 1942, ont fondamentalement altéré la trajectoire de la guerre du Pacifique, forçant le Japon dans une posture défensive qui contribuerait finalement à sa défaite. L'amiral Isoroku Yamamoto, l'architecte de Pearl Harbor, fut selon les rapports profondément ébranlé en apprenant la nouvelle, son chef d'état-major, l'amiral Matome Ugaki, écrivant dans son journal ce jour-là « Aujourd'hui, la victoire appartenait à l'ennemi ». Cette première attaque étrangère sur le sol japonais depuis plus de 600 ans accomplit bien plus que ce que ses dégâts physiques minimes ne le laisseraient supposer. 50 morts, 252 blessés, 90 bâtiments endommagés, en brisant le mythe de l'invulnérabilité de la patrie et en déclenchant des erreurs de calcul stratégique qui coûteraient cher au Japon à Midway seulement 7 semaines plus tard. L'impact psychologique s'avéra si sévère que l'officier responsable de la défense aérienne de Tokyo commit un suicide rituel par honte, tandis que le raid passa comme un frisson sur le Japon. Selon le capitaine Kurashima ou Kuroshima, officier des opérations de Yamamoto, les 16 bombardiers B-25 Mitchell spécialement modifiés, transportant chacun 4 bombes de 500 livres et menés par le lieutenant-colonel James Doolittle, avaient décollé de l'USS Hornet à 650 milles nautiques du Japon, 250 milles plus loin que prévu, après avoir été repérés par le bateau-piquet japonais Nitomaru à 7h38. Ce qui suivrait allait démontrer l'innovation américaine, révéler les vulnérabilités défensives japonaises et mettre en mouvement une chaîne d'événements conduisant à la première défaite navale majeure du Japon à Midway. La doctrine d'avant-guerre de la marine impériale japonaise considérait les attaques de bombardiers lancées depuis des porte-avions comme physiquement impossibles sur la base d'une analyse technique rationnelle. Les planificateurs navals japonais avaient calculé que les aéronefs embarqués étaient intrinsèquement limités à des opérations dans un rayon de 200 à 250 milles nautiques en raison de leur besoin de retourner au porte-avions, et leur positionnement du périmètre défensif reflétait cette hypothèse. Le concept d'utiliser des bombardiers moyens depuis des porte-avions violait tout ce qu'il comprenait de la physique de l'aviation navale. L'impossibilité technique découlait de contraintes fondamentales de taille. L'envergure de 67 pieds, 20 mètres 4 cm, du bombardier B-25 Mitchell dépassait largement celle des aéronefs embarqués standards comme le F-4F Wildcat, 38 pieds, 11 mètres 6 cm, ou le SBD Dauntless, 42 pieds, 12 mètres 8 cm. Avec un poids approximatif de 12 250 à 13 150 kg à pleine charge pour le raid, le B-25 était près de 3 fois plus lourd qu'un aéronef embarqué typique. La doctrine japonaise évaluait correctement que de tels avions ne pouvaient possiblement réussir un décollage depuis un porte-avions, étant donné les besoins normaux au décollage excédant 245 mètres, bien plus long que le pont de n'importe quel porte-avions. Cette hypothèse s'avéra fatalement erronée. Grâce à des modifications extensives à Eglin Field, en Floride, les ingénieurs américains avaient transformé les B-25 pour cette mission spécifique. Ils installèrent des réservoirs de carburant en acier de 1000 litres dans les soutes à bombes, ajoutèrent des réservoirs souples en caoutchouc et inclurent 10 jerrycans de 19 litres par avion pour le ravitaillement manuel en vol, doublant presque la capacité de carburant de 2535 à 4500 litres. La réduction de poids fut obtenue en retirant la tourelle ventrale, l'équipement radio et des matériaux inutiles, tandis que des canons en bois étaient installés dans la queue pour dissuader les attaques. Le lieutenant Henry Miller développa des techniques de décollage sur court champ révolutionnaires qui semblaient défier la physique. Les pilotes maintenaient les 2 pieds sur les freins avec les volets à mi-course et le stabilisateur réglé aux 3/4, augmentant la pression d'admission au maximum avant le lâcher. L'appareil de tête de Doolittle décolla en seulement 142 mètres.
Le lieutenant Donald Smith réalisa plus tard cet exploit en 87 mètres. Le vent de face de 20 nœuds sur le pont du Hornet, combiné à la vitesse avant du porte-avions, fournit une vitesse air supplémentaire cruciale qui rendit l'impossible possible. Les calculs défensifs du Japon avaient positionné leur ligne d'alerte précoce de chalutiers de pêche, convertis à des intervalles prescrits, basés sur les schémas observés lors des précédents raids américains sur porte-avions contre les îles Wake et Marcus, où les forces américaines s'étaient approchées à moins de 320 km. Le chalutier Nito Maru, numéro 23, qui repéra la Task Force 16, était positionné à 1200 km du Japon, bien au-delà de leur périmètre de menace attendu. Plus critique encore, le Japon ne possédait aucun système radar en avril 1942, comptant entièrement sur la détection visuelle depuis ses bateaux Pickett. La matinée du 18 avril avait commencé par un exercice de raid aérien routinier à Tokyo. Aucune sirène ne retentit. Les agents de défense passive contemplaient des cieux paisibles et les brigades de pompiers transportaient leur équipement dans les rues comme s'ils ne faisaient que simuler. Lorsque l'exercice prit fin à midi sans cérémonie, des millions de résidents de Tokyo firent des courses, visitèrent des parcs et des sanctuaires et assistèrent à des matchs de baseball. Un journaliste français à Tokyo captura le moment. « J'ai entendu un son robuste et puissant de moteur d'avion, un raid en plein midi, des explosions. J'ai repéré un avion sombre, voyageant très vite au niveau des toits. Alors, ils sont venus. » Les civils japonais ne comprirent pas initialement ce qu'ils voyaient. Des gens s'arrêtèrent pour faire signe aux avions jumeaux, filant à toute allure, avant de remarquer les étoiles blanches qui les marquaient comme américains. La prise de conscience frappa différents témoins à différents moments. Certains quand ils virent les bombes tomber, d'autres quand la défense antiaérienne éclata. La dévastation psychologique dépassa de loin les dégâts physiques. Radio Tokyo avait assuré à plusieurs reprises aux citoyens qu'ils étaient, ainsi que leur nation et l'empereur Hirohito, en sécurité contre les attaques ennemies, protégés par la mystique du kamikaze, une forteresse spirituelle qui n'avait pas été sérieusement menacée depuis la tentative d'invasion de Kubilai Khan en 1281. La 26e flottille aérienne, sous les ordres du vice-amiral Seigo Yamagata, portait la responsabilité principale de la défense aérienne de la patrie avec le groupe aérien de Kisarazu, basé à l'aérodrome de Kisarazu, dans la préfecture de Chiba, formant la première ligne de défense aérienne. La flottille fit décoller 29 bombardiers moyens Mitsubishi G4M Betty, équipés de torpilles, et 24 chasseurs embarqués avec des réservoirs à long rayon d'action, tous envoyés pour trouver et couler les porte-avions américains qu'ils supposaient devoir opérer à moins de 320 km du Japon. Les pilotes de chasse japonais qui rencontrèrent les B-25 firent face à une situation tactique sans précédent. Les bombardiers volaient beaucoup plus bas qu'anticipé, approchant au ras des vagues avant de grimper à seulement 460 mètres pour les bombardements. Certains des premiers chasseurs Kawasaki Ki-61 IN à refroidissement liquide jamais engagés au combat le furent au-dessus de Yokohama. Des prototypes si nouveaux que les équipages américains les prirent pour des Messerschmitt Bf-109 allemands. Peut-être plus remarquable encore, les pilotes de chasse japonais n'attaquèrent pas agressivement, même lorsqu'ils rencontraient les raiders. Certains ne poussèrent pas l'attaque à son maximum possible, tandis que d'autres prirent les silhouettes peu familières des B-25 pour des avions japonais. L'échec complet des efforts d'interception signifia que, malgré les affirmations japonaises d'avoir abattu 9 avions, ils n'en détruisirent en réalité pas un seul. Comme le nota amèrement l'officier naval Shigeyoshi Miwa, les batteries anti-aériennes ne firent pas mieux. Alors que les artilleurs jugeaient bien l'altitude, leurs salves tombèrent systématiquement à droite ou à gauche des bombardiers filant à toute vitesse. Le tir s'avéra intense mais imprécis, seul le B-25 du premier lieutenant Richard Joyce recevant des dommages de combat mineurs de la flak. La réaction de l'amiral Yamamoto au raid révéla à la fois une angoisse personnelle et une prescience stratégique. Juste quelques jours avant l'attaque, il avait écrit à Niwa Michiko dans sa maison de geisha à Tokyo. La chose qui m'inquiète légèrement est que bien que la guerre ne dure que depuis un peu plus de 3 mois, beaucoup de gens se sentent soulagés ou disent qu'ils sont reconnaissants à l'amiral Yamamoto parce qu'il n'y a pas eu un seul raid aérien.
Il avertit prophétiquement que le fait que l'ennemi ne soit pas venu n'est pas dû à l'amiral Yamamoto, mais à l'ennemi lui-même. Suite au raid, Yamamoto exprima une profonde détresse. « J'étais affligé d'apprendre que Tokyo a finalement subi un raid, bien qu'il ajouta pragmatiquement « Je pense que c'était juste assez d'un avant-goût de la réalité pour avertir les habitants de Tokyo contre leur état d'esprit actuel. » La plus révélatrice fut son évaluation de l'échec militaire. « C'est une honte que les cieux au-dessus de la capitale impériale aient été souillés sans qu'un seul avion ennemi ait été abattu. » Le raid offrit à Yamamoto le levier dont il avait désespérément besoin pour surmonter la résistance bureaucratique à son plan de Midway. L'état-major général de la marine, dirigé par l'amiral Ozami Nagano, avait initialement préféré isoler l'Australie en occupant Fidji, la Nouvelle-Calédonie et les Samoa. Ils avaient rejeté les avertissements de Yamamoto concernant des frappes de porte-avions sur la patrie comme déraisonnables, jusqu'à ce que les bombardiers américains lui donnent raison. L'accélération fut remarquable. Après que le raid eut embarrassé le leadership japonais, ils accélérèrent leur débat pour attaquer la base navale américaine de Midway. L'autorisation finale venant le 5 mai lorsque le quartier général impérial émit l'ordre naval numéro 18, ordonnant l'occupation de Midway et de positions clés des Aléoutiennes. Les objectifs stratégiques du Japon à Midway découlèrent directement de la volonté de prévenir de futurs raids, d'étendre le périmètre défensif vers l'est, de détruire les porte-avions restants de la flotte américaine du Pacifique et de capturer Midway comme base avancée pour la défense de la patrie. Crucialement, l'opération de diversion des Aléoutiennes, conçue pour prévenir les attaques de bombardiers basés en Alaska, nécessita 2 porte-avions qui autrement auraient été utilisés pour la bataille de Midway, affaiblissant la force principale de Yamamoto à la bataille décisive. Les réactions documentées des officiers militaires japonais révèlent une institution luttant pour digérer un événement impossible. L'amiral Matome Ugaki, chef d'état-major de Yamamoto, écrivit avec une franchise inhabituelle dans son journal de guerre « Victoire qui s'efface ». Aujourd'hui, la victoire appartenait à l'ennemi. Le capitaine Kuroshima Kameto, officier des opérations brillant quoique excentrique de Yamamoto, décrivit comment le raid passa comme un frisson sur le Japon, une phrase poétique qui captura à la fois la présence physique brève des bombardiers et leur effet psychologique durable. Les officiers navals Mitsuo Fuchida et Shigeyoshi Miwa, malgré leur amère déception, reconnurent professionnellement le raid comme une excellente stratégie du point de vue américain. L'écart entre la propagande et la réalité émergea crûment dans les réponses officielles. Alors que la propagande japonaise affirma immédiatement des milliers de morts de civils innocents, les documents militaires internes découverts après la guerre révélèrent le bilan réel. 50 tués, 252 blessés, 90 bâtiments endommagés ou détruits. La fausse affirmation militaire d'avoir abattu 9 avions américains exaspéra particulièrement des officiers comme Miwa, qui savaient qu'ils n'en avaient détruit aucun. La première diffusion de Radio Tokyo intervint avant toute annonce américaine. Des bombardiers ennemis sont apparus au-dessus de Tokyo pour la première fois dans la guerre actuelle. Les avions envahisseurs n'ont causé aucun dégât sur les établissements militaires. La machine de propagande pivota rapidement vers des jeux de mots, le surnommant le « raid de rien du tout », Do Nothing Raid. L'implication de l'empereur Hirohito, bien que filtrée par des canaux formels, s'avéra significative. Il commua personnellement les peines de mort pour 3 des 8 raiders capturés, participa aux décisions stratégiques concernant les représailles et ordonna à l'armée en Chine de totalement détruire les installations militaires, les terrains d'aviation et les lignes de communication importantes dans les régions où les raiders avaient atterri. La conception du raid débuta avec l'observation du capitaine de la marine Francis Law à la base navale de Norfolk le 10 janvier 1942. En regardant des bombardiers de l'armée s'entraîner au-dessus d'une piste peinte avec les contours d'un pont de porte-avions, Law réalisa que des bombardiers bimoteurs pourraient peut-être décoller de vrais porte-avions.
L'amiral Ernest King adopta le concept et le général Ap Arnold sélectionna le lieutenant-colonel James Doolittle, pilote d'essai, ingénieur en aéronautique, avec un doctorat du MIT et maître du risque calculé pour mener la mission. Le processus de sélection de Doolittle à Eglin Field, en Floride, débuta avec le 17e Bombardment Group qui possédait les équipages de B-25 les plus expérimentés. Lorsqu'on leur demanda des volontaires pour une mission secrète dangereuse, les 140 hommes se portèrent volontaires. Parmi eux, Doolittle sélectionna 24 équipages de 5 hommes, finalement réduits à 16 pour la mission réelle. Le régime d'entraînement du 27 février au 25 mars 1942 poussa hommes et machines à leurs limites. Les pilotes pratiquèrent les décollages sur court champ sur des contours de ponts de porte-avions peints, réalisant des décollages réguliers en moins de 122 mètres. Le vol à basse altitude, la navigation au-dessus de l'eau et le bombardement à basse altitude devinrent routine. Les modifications transformèrent chaque B-25 en un avion d'attaque à long rayon d'action spécialisé avec une capacité de carburant doublée et un poids réduit par le retrait d'équipements inutiles. Chaque équipage était composé de 5 spécialistes, pilotes, copilotes, navigateurs, bombardiers et mécaniciens mitrailleurs. Parmi eux se trouvaient des individus remarquables comme Ted Lawson, dont le mémoire deviendra un best-seller, Robert Gray, qui mourra sur le théâtre Chine-Birmanie-Inde en octobre 1942, et Richard Cole, copilote de Doolittle, qui deviendra le dernier Raider survivant, mourant en avril 2019 à l'âge de 103 ans. La séquence de lancement du 18 avril démontra la coordination aéronavale américaine à son meilleur, malgré une mer forte, avec des vagues s'écrasant sur la proue du Hornet et la détection forçant un lancement 10 heures plus tôt et à 170 milles nautiques, 135 km, plus loin du Japon que prévu. Les 16 avions décollèrent avec succès entre 8h20 et 9h19. Doolittle montra l'exemple, décollant le premier avec seulement 142 mètres de pont disponibles. 2 équipages complets de B-25 tombèrent entre les mains japonaises, commençant un calvaire qui allait révéler la réalité brutale du traitement des prisonniers japonais. Le Green Hornet de l'équipage numéro 6, piloté par le lieutenant Dean Hallmark, s'écrasa dans l'océan au large de la côte chinoise après avoir manqué de carburant, 2 membres d'équipage se noyant. Le Bat Out of Hell de l'équipage numéro 16, sous les ordres du lieutenant William Farrow, sauta en parachute au-dessus d'un territoire occupé par les Japonais, près de Nanchang. Les 8 aviateurs capturés, Hallmark, Robert Meder, Chase Nielsen de l'équipage numéro 6 et Farrow, Robert Hite, George Barr, Harold Spatz, Jacob de Chazer de l'équipage numéro 16 furent immédiatement transportés par avion à Tokyo pour être interrogés par la police militaire Kempeitai. Les méthodes de torture documentées incluaient le water cure, forçant les prisonniers à consommer jusqu'à 19 litres d'eau mélangée à du kérosène et de l'urine jusqu'à ce que leur abdomen gonfle de façon grotesque, puis les battant ou sautant sur leur ventre. Le gouvernement japonais créa la loi sur les aviateurs ennemis le 13 août 1942, spécifiquement pour fournir une couverture légale à l'exécution des raiders. Appliquée rétroactivement, elle les accusait de bombarder et mitrailler des civils, bien qu'aucune preuve n'étayât ces affirmations. Le simulacre de procès du 28 août au siège de la police de Shanghai leur refusa toute défense, les 8 étant condamnés à mort. La commutation par l'empereur Hirohito de 5 peines de mort en emprisonnement à perpétuité signifia que 3 hommes firent face à l'exécution. Le 15 octobre 1942, à 16h30, le lieutenant Dean Hallmark, 28 ans, le lieutenant William Farrow, 24 ans, et le sergent Harold Spatz, 21 ans, furent transportés par camion au cimetière public numéro 1 à l'extérieur de Shanghai et exécutés par peloton d'exécution. Le lieutenant Robert Meder mourut le 1er décembre 1943 de malnutrition, de dysenterie et de beriberi après 20 mois de captivité. Les 4 survivants, Chase Nielsen, Robert Hite, George Barr et Jacob de Chazer, endurèrent 40 mois de captivité, dont 34 mois en isolement cellulaire, avant d'être libérés par des parachutistes américains le 20 août 1945.
Les représailles du Japon contre les civils chinois qui avaient aidé les aviateurs américains figurent parmi les pires atrocités de la guerre du Pacifique. L'opération Seigo, ou campagne du Zhejiang-Jiangxi, débuta le 15 mai 1942, seulement 27 jours après le raid, et se poursuivit jusqu'au 4 septembre, dévastant approximativement 50 000 km² de territoire chinois. L'armée expéditionnaire de Chine du général Shunroku Hata déploya des forces massives. La 13e armée sous les ordres du lieutenant-général Shigeru Sawada et la 11e armée sous les ordres du lieutenant-général Isamu Yokoyama, totalisant 40 bataillons d'infanterie et 15 à 16 bataillons d'artillerie, soit environ 180 000 hommes. Plus troublant encore, l'unité 731 du général Shiro Ishii déploya 150 soldats transportant des armes biologiques incluant le choléra, la typhoïde, la peste, la dysenterie, l'anthrax et la paratyphoïde. Le coût humain défia la compréhension. Les forces japonaises exécutèrent 250 000 civils chinois pour avoir aidé les aviateurs américains à s'échapper. Les pertes militaires chinoises s'élevèrent à 724 officiers et 23 637 soldats tués avec des milliers supplémentaires de blessés ou disparus. La campagne de guerre biologique se retourna de manière catastrophique lorsque plus de 10 000 soldats japonais furent infectés par leurs propres armes, 1700 mourant principalement du choléra. La destruction systématique visait à éliminer toute possibilité de futurs raids depuis des bases chinoises. Les forces japonaises lancèrent 1131 raids aériens contre le seul terrain d'aviation de Kuju, la destination prévue de Doolittle. Chaque terrain d'aviation capable d'accueillir des bombardiers B-25 fut rendu définitivement inopérant. L'impact stratégique du raid de Doolittle altéra fondamentalement la trajectoire de la guerre du Pacifique à travers une cascade de conséquences qui contribuèrent finalement à la défaite du Japon. L'effet immédiat forçait le Japon à rappeler 4 groupes de chasseurs de l'armée pour la défense de la patrie pendant 1942 à 1943, alors qu'ils étaient désespérément nécessaires dans le Pacifique Sud, représenta juste le début d'une mauvaise allocation des ressources qui allait hanter le Japon tout au long de la guerre. Le rôle du raid dans l'accélération de la bataille de Midway s'avéra décisif en dissipant l'opposition de l'état-major général de la marine et en sécurisant la coopération de l'armée pour le plan de Yamamoto. Le raid mit le Japon sur la voie de sa première défaite navale majeure. La diversion de 2 porte-avions vers l'opération des Aléoutiennes, spécifiquement pour prévenir de futures bases de bombardiers, affaiblit la force principale de Midway au moment critique. Lorsque 4 porte-avions de la flotte japonaise coulèrent du 4 au 5 juin 1942, le Japon perdit non seulement des navires, mais aussi des équipages aériens expérimentés irremplaçables et l'initiative stratégique. La transformation psychologique s'avéra tout aussi significative. Le raid créa ce que les planificateurs américains appelèrent un complexe de peur qui força une allocation inefficace des ressources défensives pour le reste de la guerre. Le Japon passa d'un état d'esprit offensif à défensif, étendant son périmètre défensif au-delà des limites soutenables et rendant ses lignes d'approvisionnement vulnérables à l'interdiction par les sous-marins américains. L'impact à long terme sur la doctrine militaire japonaise se manifesta de multiples façons. La priorité donnée à la défense de la patrie attira des ressources de tous les théâtres d'opération, contribuant aux défaites dans les îles Salomon, en Nouvelle-Guinée et dans le Pacifique central. La perte de l'élan offensif après Midway, déclenchée en partie par l'impact psychologique du raid, permit à l'Amérique de saisir et de maintenir l'initiative à travers la campagne de Sodil. Les historiens militaires débattent pour savoir si Midway serait survenu sans le raid de Doolittle. Jonathan Parshall et Anthony Tully soutiennent dans Shattered Sword que, bien que le raid ait pu être le catalyseur, la planification de Midway était antérieure au 18 avril. Cependant, ils reconnaissent le rôle crucial du raid dans le dépassement de la résistance interne japonaise et l'accélération du calendrier. Mark Steele souligne la création par le raid d'une disposition très inefficace des forces, qui persista tout au long de la guerre. Parmi les raiders capturés, l'histoire de Jacob de Chaser se dresse comme un témoignage extraordinaire de résilience et de transformation humaine.
le bombardier de l'équipage numéro 16 endura 40 mois de captivité japonaise, incluant torture, famine et 34 mois en isolement cellulaire. Pendant son emprisonnement, une Bible fournie pendant 3 semaines en 1944 transforma complètement sa perspective. De Chazer émergea de captivité avec une décision stupéfiante, retourner au Japon comme missionnaire. En 1948, seulement 3 ans après sa libération, il arriva à Nagoya, l'une des villes qu'il avait bombardées, pour commencer 30 ans de travail missionnaire. Son tract, « J'étais un prisonnier du Japon », circula dans tout le Japon, atteignant des millions de personnes avec son message de pardon. La conversion la plus remarquable liée à ce tract survint lorsque Mitsuo Fuchida, qui avait mené l'attaque de Pearl Harbor, lut l'histoire de Chazer. Fuchida, luttant avec la défaite du Japon et cherchant un sens, se trouva transformé par le message de Chazer. Les 2 anciens ennemis devinrent amis et missionnaires collègues, symbolisant la réconciliation entre anciens ennemis. Les compagnons survivants de Chazer prirent des chemins différents. Chase Nielsen resta dans le service militaire, prenant sa retraite comme officier de carrière de l'Air Force. Robert Hite poursuivit un travail civil tout en servant dans la réserve de l'Air Force jusqu'à sa mort en 2015 en tant que dernier survivant prisonnier. George Barr, durablement marqué par son traitement, fut réformé médicalement et lutta avec un traumatisme psychologique jusqu'à sa mort en 1967. Le raid de Doolittle atteignit un succès stratégique, dépassant de loin les attentes de ses planificateurs. Tout en causant des dégâts physiques minimes, il brisa la certitude psychologique japonaise, accéléra les erreurs de calcul stratégique à Midway, déclencha des représailles massives contre la Chine et força une allocation inefficace des ressources japonaises tout au long de la guerre. Pour les 80 aviateurs volontaires, la mission exigea un terrible prix. 3 moururent pendant le raid ou l'évasion. 3 furent exécutés. 1 mourut en captivité. 10 autres moururent dans des opérations de combat ultérieures. Leur sacrifice altéra fondamentalement la trajectoire de la guerre. L'exploit technique, le lancement de bombardiers moyens de l'armée depuis un porte-avions de la marine, démontra l'innovation américaine et la coopération interarmée qui allait caractériser la guerre du Pacifique. Le décollage réussi du B-25 d'un porte-avions renversa les hypothèses japonaises sur ce qui était physiquement possible, contribuant à un schéma de sous-estimation des capacités américaines qui s'avérerait fatal. Les leaders militaires japonais comprirent immédiatement la signification du raid. La profonde détresse de Yamamoto en apprenant la nouvelle, le suicide du commandant de la défense aérienne de Tokyo et les reconnaissances internes d'échecs révélèrent une institution prenant conscience que des hypothèses fondamentales sur la guerre avaient changé. Le mythe de l'invulnérabilité de la patrie, soigneusement cultivé depuis que le vent divin avait sauvé le Japon de l'invasion mongole en 1281, mourut dans ces moments au-dessus de Tokyo. Pour l'Amérique, le raid fournit la preuve désespérément nécessaire que le Japon pouvait être frappé. Après des mois de défaites et de retraite à travers le Pacifique, l'image de bombardiers américains au-dessus de Tokyo électrifia le moral public. La mission valida la prise de risque calculée qui allait caractériser la stratégie américaine dans le Pacifique tout au long de la guerre. La dimension humaine, 80 volontaires, sachant que leurs chances de survie étaient minimes, des civils chinois risquant tout pour sauver des aviateurs américains. Des civils japonais expérimentant leur premier avant-goût de la guerre qu'ils avaient célébré 4 mois plus tôt, transforment l'histoire militaire en drame humain. Ted Lawson, perdant sa jambe et écrivant ses mémoires. Jacob de Chazer, retournant officier en tant que missionnaire dans la ville qu'il avait bombardée. Richard Cole, vivant jusqu'à 103 ans en tant que dernier témoin. Ces histoires individuelles donnent un sens aux abstractions stratégiques. Le raid de Doolittle se dresse comme une leçon magistrale en guerre psychologique stratégique, accomplissant par l'audace ce que la puissance militaire conventionnelle ne pouvait pas, en violant les hypothèses japonaises sur les capacités de l'aviation embarquée, en exposant la vulnérabilité de la patrie et en déclenchant une surenchère stratégique, 16 bombardiers B-25 altérèrent la trajectoire de la guerre du Pacifique plus que des engagements de flottes entières. La vraie victoire du raid ne résida pas dans les bombes larguées, mais dans les esprits changés.
L'avertissement prémonitoire de l'amiral Yamamoto que l'absence de l'ennemi ne devait rien à la force japonaise s'avéra prophétique. Le rejet par l'état-major général de la marine des avertissements sur les frappes de porte-avions comme déraisonnables céda la place à une surenchère paniquée. Chaque erreur de calcul stratégique remontait à ces moments cruciaux au-dessus de Tokyo. Les stratèges militaires modernes étudient le raid de Doolittle comme un exemple de guerre asymétrique atteignant un impact stratégique disproportionné par l'effet psychologique. L'investissement, 80 hommes, 16 bombardiers modifiés, 2 porte-avions, rapporta des dividendes qui façonnèrent toute la guerre du Pacifique. Pourtant, le coût humain du raid exige d'être reconnu. Les civils chinois exécutés en représailles représentent l'une des représailles les plus disproportionnées de l'histoire. La torture et l'exécution des raiders capturés violèrent toutes les normes de conduite militaire. Ces crimes contre l'humanité demeurent un témoignage permanent de la réalité brutale derrière les victoires stratégiques. La transformation d'ennemis en missionnaires, de Chaser retournant au Japon, Fushida se convertissant au christianisme, offre l'espoir que même les pires horreurs de la guerre peuvent produire de la réconciliation. Leur histoire suggère que si le raid de Doolittle changea la trajectoire militaire de la guerre du Pacifique, son plus grand héritage pourrait être de démontrer la capacité de l'humanité au pardon, même après avoir expérimenté les extrêmes les plus sombres de la guerre. Les 16 B-25 qui décollèrent de l'USS Hornet par cette matinée grise du 18 avril 1942 transportaient plus que des bombes. Ils apportaient la preuve que l'innovation pouvait surmonter l'impossible, que l'audace pouvait vaincre la certitude et que 80 volontaires pouvaient changer l'histoire lors de leur bref passage au-dessus de Tokyo.